toutes et à tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire, un podcast d'entretien consacré aux livres récents en histoire. Je suis Rassan Moubarak et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Judith Bonin, qui publie avec Pierre-Emmanuel Guigaud une biographie de Mitterrand à paraître le 13 janvier dans la collection des éditions des presses universitaires de France. 2026 représente en effet le 110e anniversaire de la naissance et le 30e anniversaire du décès de François Mitterrand, le premier président socialiste de la Ve République, le seul président à avoir occupé l'Élysée durant 2 septennats. C'est donc sans doute le moment idoine pour évoquer sa vie et sa mémoire. Bonjour Judith Bonin. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes spécialiste d'histoire politique et des relations internationales. Vous avez publié récemment, il y a quelques mois, Changer la vie et le monde, l'internationalisme du Parti socialiste au temps de François Mitterrand, aux éditions des Bordeaux. Et puis on devait être rejoint par Pierre-Emmanuel Guigaud, qui malheureusement est malade. Pierre-Emmanuel est maître de conférences en histoire de l'université Paris-Est-Créteil. Il est l'auteur de 2 précédentes biographies de dirigeants socialistes, Michel Rocard et Pierre Mauroy. C'est donc très précisément le 8 janvier 1996 que François Mitterrand s'est éteint. Il y a 10 ans, on notait déjà une salve de parutions à son sujet. Quelles sont les archives, Judith Bonin, qui ont été mises à disposition depuis et que vous avez pu exploiter pour votre travail ? Alors, en 2016, en fait, ces commémorations, elles ont déjà été l'occasion de publications d'archives, notamment, par exemple, les archives d'Anne Pinjot, les lettres à Anne et puis également le journal pour Anne. Elle a, dans la foulée, donné des archives, par exemple, à la BNF, Bibliothèque nationale de France, au département des manuscrits. D'autres l'ont fait. Par exemple, la famille de Georges Dayan, un ami très proche de François Mitterrand. Donc, ce type d'archive est arrivé, en fait, dans la foulée des commémorations. Il y a eu aussi une progression sur les inventaires et les ouvertures d'archives du fonds, par exemple, des archives nationales, des fonds présidentiels. Il y a de nouvelles archives qui ont été ouvertes à l'Institut François Mitterrand. On a attendu très longtemps un inventaire des sources et le premier a été réalisé cet été par Caroline Piketty. Et donc voilà, il y a eu à la fois une relecture et une réinterrogation d'archives anciennes, par exemple celle de la Fondation Jean Jaurès. Moi, c'est mon cas, j'avais beaucoup travaillé sur les archives internationales du mandat de Mitterrand en premier secrétaire, et puis de vraies nouvelles archives, nouvelles pépites qui ont émergé entre-temps. Ce livre, il fait partie d'une collection au PUF de petites biographies, enfin un petit format court de 200 pages qui se veut aussi une introduction pour les profanes. Et donc c'est un condensé des nouveautés historiographiques sur Mitterrand. Et donc depuis 10 ans, de nombreux ouvrages ont été publiés par des historiens, des journalistes, des mémoires, etc. Et quelles ont été les principales thématiques qui ont intéressé les gens, qui ont été investis depuis 10 ans ? Alors parmi les champs qui ont été investis par les jeunes chercheurs, il y a ceux que Pierre-Emmanuel et moi on avait investis et du coup on a voulu faire un clin d'œil et puis livrer nos propres conclusions dans l'ouvrage. Donc c'est l'occasion de revenir sur 2 chapitres qui sont particulièrement inédits puisque liés à nos recherches. Donc il y a un chapitre qui est lié au premier monde de François Mitterrand, le chapitre 5, qui correspond à mes recherches, la question de l'international, qui a été beaucoup travaillée par moi mais par beaucoup d'autres. La question des années 70 comme basculement du monde à une ère plus globale et du rôle de l'internationalisme socialiste là-dedans. Et puis Pierre-Emmanuel Guigaud signe notamment l'article 6 sur un homme de lettres et d'images. Lui s'est beaucoup intéressé à la communication de Mitterrand, à la manière notamment dont il est devenu un peu un modèle, on y reviendra peut-être, de communication verticale du monarque républicain et qui a inspiré, pas tous, mais certains de ses successeurs. Et puis, il y a d'autres thématiques qui ont été beaucoup creusées. La question du tournant, je parlais du tournant des années 70, c'est aussi le tournant dans la crise. Donc la question de l'impact de la crise économique dans le rapport à l'État-providence, dans le rapport à l'État. Donc ça, c'est des travaux qui reviennent notamment sur la question du tournant de la rigueur. Il y a eu aussi des travaux sur la mémoire des socialistes, la manière dont ils sont revenus sur leur propre histoire. Donc voilà, c'est autant de travaux de collègues à qui on rend justice dans l'ouvrage en les citant et en s'inspirant de ce qu'ils ont fait et en faisant le point justement sur ces nouvelles conclusions et nouveaux regards. On peut parler effectivement quelques mots de la communication de François Mitterrand, puisque vous êtes intéressé pas seulement à sa carrière politique, qui a duré un demi-siècle, mais aussi à sa vie privée, ses relations amicales, ses relations amoureuses, ses passions pour la littérature, la nature, etc. Et Mitterrand, il vient quand même d'une génération où ces 2 sphères, publiques et privées, ne se mêlaient pas. Comment est-ce qu'il a néanmoins appris et été contraint à se mettre en scène ? Alors, il vient effectivement d'une époque où c'était relativement cloisonné, mais en fait, il vit pleinement le début de ce qu'on pourrait appeler la pipolisation en fait de la vie politique. Notamment en France, c'est un candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Annuaire, en 1965, qui s'inspire des Kennedy, qui a introduit un peu ça. Et puis tout au long des années 60-70, cette
vedettisation ou pipolisation va monter. Et on pense notamment à la mise en scène de sa famille par Valéry Giscard d'Estaing ou à sa mise en scène comme homme simple, etc. Et en fait, lui, il rentre là-dedans. C'est-à-dire qu'à la fois, il va se mettre en scène. Par exemple, sa résidence landaise à Latch, elle est ouverte aux médias à partir de 1973. Et puis, elle devient un peu un lieu politique sur le modèle, alors relatif, la comparaison, mais de Camp David aux États-Unis, de Chequers en Grande-Bretagne. Donc, il y a cette mise en scène de la famille officielle, très contrôlée. Et il y a une adaptation aux médias sur laquelle revient largement Pierre-Emmanuel Guigaud, c'est-à-dire que c'était un grand tribun à l'ancienne, parlementaire, de meeting. Il va falloir apprendre à capter les codes de l'audiovisuel, de la télévision, à saisir l'importance des plans de coupe, de regarder la caméra, de savoir quoi faire de son corps dans les silences, etc., etc. Oui, et d'ailleurs aujourd'hui, on se rappelle beaucoup de lui dans ses débats télévisés de l'entre-deux tours des élections présidentielles contre Giscard et contre Chirac, avec des séquences qui sont devenues des moments d'anthologie. Effectivement, je pense que c'est un des présidents qu'on identifie le plus à un certain nombre de séquences. Lui et ses contemporains, par exemple Georges Marchais, dont Sophie Curé a sorti une biographie de Georges Marchais, la première scientifique récemment. Je pense que dans l'imaginaire des Français, quand il existe encore, c'est aussi à travers ses débats, ses grandes déclarations, ses premières punchlines, même si on n'utilise pas le mot. Et il appartient à cette génération qui monte en puissance en politique au moment de la télé. Et qui va savoir se saisir de ses codes, pas immédiatement, il n'est pas tout de suite à l'aise, mais ensuite il le fait, et puis il bénéficie aussi de nouveaux médias qui traitent de la politique, le Bébête Show. Pour Jacques Chirac, ce sera Les Guignols, mais il y a aussi cette appropriation par les humoristes, par la marionnette, qui fait que il rentre aussi dans l'univers audiovisuel plus large, indépendamment de ses interventions à lui. Oui, c'était le Kerr Mitterrand, c'est ça? Kerr Mitterrand, Dieu. Et ça l'a rendu un peu sympathique, un peu comme la marionnette de Chirac. Alors, je pense que ça l'a rendu un peu sympathique, mais ça le rend aussi... la caricature est aussi un peu dure. C'est-à-dire que, c'est le président très vertical, avec un ego démesuré, appelez-moi Dieu, qui est très dur avec un certain nombre de ses ministres, par exemple Rocard. Voilà, donc c'est un personnage qui n'est pas que drôle. Il y a vraiment aussi derrière une critique assez évidente. Et outre la maîtrise de son image, Mitterrand a cherché à contrôler le récit de son parcours politique, et puis on apprend qu'en fait qu'il revient très régulièrement sur certains moments, qu'il les réinterprète. Par exemple, quand il rencontre le général de Gaulle, il va raconter a posteriori cette histoire, mais en fait il y a 3 versions de cette histoire en fonction de différents moments de son parcours. À quoi en fait obéit cette constante réécriture de son propre parcours ? Je pense que, alors c'est un amateur d'histoire, il a jamais rêvé d'être historien, à ma connaissance, même s'il y a eu des tentatives d'écrire des ouvrages historiques. Par exemple, il essaye des années 60 aux années 80 d'écrire quelque chose sur le coup d'État de Napoléon III. Donc il y a une volonté, mais en tout cas il lit les humanités, il lit les historiens, et il a un sens de sa stratégie politique à court, long et moyen terme. Et je pense qu'il y a vraiment ce souci à la fois de dire ce qui est le plus pertinent à l'instant T, politiquement. Donc dans les réécritures, ça compte, les contextes politiques changent. Et puis, il y a aussi la volonté de laisser une trace. Il a géré ses archives présidentielles de manière très différente de ses prédécesseurs. Il y avait vraiment la volonté de contrôler, mais à la fois aussi d'ouvrir et de susciter en fait des écrits sur lui. Et la rencontre avec De Gaulle, il commence à l'écrire en 45. Il écrit un tout petit livre sur les prisonniers de guerre juste à l'issue de la guerre. Et là, De Gaulle, c'est un peu une figure intouchable. Donc la rencontre, il la décrit de manière très neutre et très factuelle, plutôt comme une réussite pour lui, mais il n'est pas trop dans la qualification de la rencontre. Et puis, il a réécrit très très longuement en 69 dans Ma part de vérité, qui est un des ouvrages où il marque un tournant à gauche et où il se réécrit. Notamment, c'est un des ouvrages où il se dit anticolonialiste, ce qui n'a pas été dans les années 50 du tout. Donc il fait comme ça des torsions. Et c'est le moment où il a déjà écrit Le coup d'État permanent. Il continue à mettre en scène non seulement l'opposition, mais vraiment le duel entre deux grandes figures. En 69, il est encore loin d'égaler la figure de De Gaulle. Il n'a pas encore été élu président. Donc voilà, il y a là un contexte. Et il l'a réécrit encore en 94 dans un entretien très long avec Péan. Et là, il y a d'autres enjeux. C'est-à-dire que c'est la question de l'héritage, de la place dans la 5e. Donc voilà, il y a cette omniprésence de l'image. Même chose sur les photos, même chose sur la télévision. Enfin voilà, il y a un contrôle. Vous avez donné un exemple des chapitres du livre, et c'est vrai que le livre, il aborde François Mitterrand de deux manières. Il y a d'une part une partie chronologique, pour nous aider à nous y retrouver et donner les grands repères, voilà, les grandes dates, mais aussi une partie qui est transversale sur les thèmes qui ont marqué sa pensée et son action. On va revenir sur certains de ces aspects qui sont évidemment connectés.
Tout d'abord, vous commencez, Judith Bonin, par détailler les réseaux qui ont entouré son parcours. La bourgeoisie charentaise de sa jeunesse, ses compagnons durant la Seconde Guerre mondiale, ses camarades et les amis politiques. Et j'ai noté d'ailleurs que dans le livre, vous avez mis « amis » entre guillemets. Et vous écrivez, je vous cite là, « Homme de pouvoir, Mitterrand fonde largement le sien en se plaçant au centre de réseaux cloisonnés dont il est le meneur et qu'il connecte. » Et ces personnes, en fait, elles proviennent aussi de tous bords politiques, droite et gauche, et on est parfois même étonné de la longévité des liens qu'ils tissent et à la fidélité qu'ils manifestent, qu'ils inspirent. Effectivement, il noue des amitiés assez fortes, qui toutes n'auront pas la même place dans sa vie, concrètement dans son agenda, dans sa correspondance et dans sa vie politique. Mais globalement, il y a assez peu de ruptures, en fait, personnelles dans sa vie, qu'elles soient amicale, politique ou même amoureuse. Si on pense aux 3 grandes figures de sa vie amoureuse, Catherine Langès, c'est son premier amour, et dans les années 80, il la décore, je crois que c'est la Légion d'honneur, et voilà, il a encore des mots très élogieux pour elle. Daniel Mitterrand, leur couple a été assez atypique, en tout cas si on s'en tient aux normes bourgeoises ou catholiques qui auraient pu être celles qui régissaient ce mariage, mais seule la mort les a séparés dans les faits. Et puis Anne Pinjot, c'est une relation qui naît au milieu des années 60, fin des années 60 de manière amoureuse, et même chose qui dure. Et donc il est vraiment ces premières amitiés qui naissent dans son milieu d'origine, dans la droite ultra-conservatrice. La politique seule suffira pas effectivement, par exemple, à faire se clôturer des amitiés. Donc ces amitiés personnelles, elles perdurent. Ces liens avec cette droite radicale, c'est aussi celle des belles familles de ses frères et sœurs, etc. Et on peut en être étonné si on a une image très d'un homme qui doit être en tout point cohérent à sa ligne politique, mais c'est vraiment des aspects différents et qu'il tient tout au long de sa vie. La Seconde Guerre mondiale est un moment évidemment déterminant dans sa carrière. Il est mobilisé en Lorraine en septembre 1939, il est blessé, puis fait prisonnier en juin 40. Après 2 échecs, sa 3e tentative d'évasion réussit en décembre 1941, et donc ses premières responsabilités publiques sont, à partir de 1942, la représentation et l'aide aux prisonniers de guerre et aux évadés. Il travaille alors pour les administrations à Vichy, non par adhésion idéologique, vous le mentionnez, mais par patriotisme. Vous l'écrivez ainsi. Qu'est-ce qu'on peut dire sereinement du rôle de Mitterrand durant l'occupation, Judith Bonin ? Alors, il travaille à Vichy par opportunisme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de métier quand il s'évade, et il se tourne vers ses sociabilités primaires qui, en l'occurrence, sont très proches de Vichy et y travaillent. On peut pas dire qu'il rentre par adhésion idéologique au départ, mais il est parfaitement dans la ligne pétainiste, et il est pétainiste. La Révolution nationale et ses grands principes lui correspondent, il estime que Pétain est légitime, donc il n'y a pas au départ, il est à l'aise à Vichy. Il n'y a pas d'écart entre ce qu'il pense et le rôle qu'il tient dans l'administration. Ce qu'on peut dire, c'est que au-delà de cette adhésion aux valeurs conservatrices de Vichy, lui-même n'est pas antisémite, mais quand il botte en touche en disant qu'il n'était pas tout à fait conscient des mesures prises par l'État français, si, au moment où il rentre à Vichy, quand bien même il avait été prisonnier en Allemagne, voilà, on peut pas prétexter à ignorer la nature du régime de Vichy et de sa collaboration. Et pour autant, lorsqu'il travaille à Vichy, il a plutôt, alors on a parfois exagéré en disant juste un petit scribouillard, non, mais il a plutôt un rôle administratif et très rapidement tourné vers les prisonniers de guerre. Il n'est pas lié concrètement à la politique de collaboration ou à la politique antisémite de Vichy. Donc ce qu'on peut dire de Mitterrand, c'est que c'est un agent de l'administration de Vichy. Il rentre parfaitement dans la définition des vichisto-résistants. Et même si on suit l'historienne Bénédicte Vergès-Chignon qui refait le fil de cette histoire, la révélation pour tout ce qu'a été le livre de Péan en 94, enfin pour tous, pour en tout cas le grand public et beaucoup de militants socialistes, elle contribue à l'émergence même de la notion de vichisto-résistant. C'est-à-dire qu'avant ça, pour les Français, c'était inimaginable de se dire qu'on avait été pétainiste vraiment et vraiment résistant. Et il a été vraiment les deux, et il contribue à la réflexion sur cette capacité à avoir eu ce double rôle. Alors quand est-ce que le switch se fait ? Eh bien, dans l'année 43, en avril 43, il reçoit la Francisque. En novembre 43, il rentre pleinement en clandestinité. Et donc la question, c'est cet entre-deux où, comme beaucoup, si on regarde les travaux de Marc-Olivier Baruch sur l'administration, on peut imaginer une forme d'attentisme, de double jeu, plus ou moins sincère. Mais là, ça pose des questions auxquelles l'historien répond pas toujours, c'est-à-dire qu'est-ce que, au fond de sa conscience, il pensait précisément entre avril et novembre 43. On n'a pas forcément les sources pour y répondre.
Et lui ne répond pas à cette interrogation parce qu'effectivement, il est décoré de la Francisque par Pétain en 1943 et c'est quelque chose qu'on va évidemment lui reprocher après la Seconde Guerre mondiale et pendant longtemps. Et donc, comment il s'en justifie En fait, il va avoir toute sa vie, et notamment à la fin de sa vie, une vraie obsession pour cette période. Il y a à l'Institut François Mitterrand notamment des archives qui montrent qu'il a demandé à ses collaborateurs de faire des recherches pour corroborer ses versions, pour recouper ses souvenirs avec la réalité, etc. Et en fait, il lui-même, ce qu'il dit à Jean-Pierre Elkabbach en 1994, c'est que l'époque était compliquée. Et en fait, c'est ce qui est assez incompréhensible pour ses contemporains, c'est qu'en fait, il ne renie pas le jeune homme qu'il a été. Il explique que voilà, c'était compliqué. Et il estime son parcours relativement cohérent. Et quand on regarde les sources, en réalité, il y a à la fois ses réécritures, l'opportunisme politique qui fait qu'on dit ou qu'on tait, et il y a aussi les choix de ses adversaires et de ses alliés. C'est-à-dire que dans les années 50, la droite régulièrement dit Francisque Mitterrand pour l'insulter dans l'hémicycle, et progressivement à gauche, on va considérer que c'est une insulte et que c'est faux, ce qui ne va bien sûr pas contrecarrer. Mais en 65, De Gaulle, qui sait parfaitement quel a été le rôle de Mitterrand à Vichy, décide de ne pas sortir cet argument contre lui, parce qu'il y a l'idée de ne pas détruire le mythe de la France entièrement résistante, et puis de ne pas salir un homme qui pourrait réellement prendre la tête de la Ve République. Même chose au sein des socialistes. Il y a ceux qui ont su et qui ont arbitré en se disant à cet instant T, il est mieux placé pour passer, et donc peu importe. Et puis les enjeux étaient différents. On y reviendra peut-être sur la question de la décolonisation, même chose. Aujourd'hui, on redécouvre un peu le Mitterrand colonial. En 81, c'est absolument pas une question de la campagne, c'est pas quelque chose qu'on ressort contre lui. Rocard aurait pu le faire en interne. C'est des enjeux qui grandissent et qui bougent beaucoup, en fait, entre 45 et nos jours. Je reviens sur un point que vous avez mentionné, qui est la révélation de Pierre Péan en 1994. Pour le préciser à nos auditrices et nos auditeurs, c'était un livre intitulé « Une jeunesse française » qui a paru en 1994 et qui traite, et qui d'ailleurs c'est la photo de couverture, d'une rencontre de Mitterrand et de Pétain le 15 octobre 1942 à Vichy. Oui. Pétain le décore en fait pour son action d'entraide, enfin le félicite plutôt, pour son action d'entraide envers les prisonniers. Et puis il y a une photo qui est prise où on les voit se serrer la main. Et cette photo donc apparaît 50 ans après, en 94. Alors c'est à la fin du deuxième septennat de François Mitterrand, donc il est vraiment à la fin de sa carrière et puis il se sait aussi de plus en plus affaibli par la maladie. Comment il réagit et est-ce que ça fait scandale encore dans l'opinion publique française 50 ans après ? Ça fait scandale parce que justement, entre 45 et 94, ceux qui savaient pour partir à droite, en fait, on continuait à le dire, mais étaient écartés comme étant menteurs, tordant la réalité. Un certain nombre de socialistes tombent vraiment des nues et le disent, avec des mots plus ou moins crus. Je crois que Jospin dit « j'aurais préféré un parcours moins sinueux ». Mais tous l'ont défendu durant ces années face à l'accusation de Francisque, etc. Et ils sont d'une génération qui est rentrée au PS en plein mythe résistentialiste, avant justement toute la réflexion sur le devoir de mémoire, la complexité de Vichy. Et ils sont rentrés au PS avec l'idée que leur parti, héritier de celui de Blum, était le principal rempart contre l'extrême droite, celle des ligues des années 30 et puis de Vichy, comme celle du Front National qui émerge dans les années 80 ensuite. Et donc il y a tout ça qui joue et qui fait que pour beaucoup, c'est non seulement une révélation, mais c'est un vrai choc et quelque chose d'assez incompréhensible. Et lui, comment il réagit ? Justement, il est dans la biographie de Pierre Péan est autorisée, d'où sa force aussi, c'est-à-dire que jusqu'ici, quand ça sortait, on pouvait toujours dire que c'était des ramassis de mensonges, etc. Là, c'est validé, entre guillemets, par l'autorisation présidentielle, et il prend vraiment pas la mesure du choc que c'est. C'est-à-dire que même, on le voit dans l'entretien avec Jean-Pierre Elkabbach, sur la manière de ne pas s'excuser, sur la manière dont il se défend sur la relation entretenue avec René Bousquet. Lui, il refait un fil qu'il estime vraiment devoir être compris, mais il parle de cette incommunicabilité du passé, et il reste là-dessus. Et je pense qu'il y a vraiment, entre le message émis par Mitterrand et la réception de l'époque, il y a effectivement quelque chose qui ne passe pas. Au sortir de la guerre, Mitterrand s'engage dans une carrière politique. En 1947, il devient l'un des plus jeunes ministres de l'histoire républicaine française. Alors, on va pas détailler toutes ses responsabilités, qu'elles soient locales, ministérielles ou partisanes, et puis qui sont pas toujours très faciles à suivre d'ailleurs entre les différentes dénominations des partis auxquels il appartient. Voilà. Mais alors, juste une question comme ça parmi d'autres. Il choisit la Nièvre pour s'implanter localement. Il est député, puis sénateur, et puis conseiller régional, maire de Château-Chinon. Pourquoi la Nièvre alors qu'il vient de Charente ?
Eh bien, la Nièvre, parce que au départ, il avait vu une opportunité dans la Seine. Il échoue à une première élection au printemps 46 dans la Seine, et donc on lui conseille, Edmond Barachin, qui comme lui est à ce moment-là au centre droit de l'échiquier, lui conseille la Nièvre, ce qui lui permet lui d'avoir le champ libre dans la Seine, donc il y a une manière d'écarter un jeune rival. Et puis ça marche. Et à partir de là, au vu de l'importance de l'ancrage local et du cumul des mandats dans la 4e République, en fait, il va vraiment s'y installer. Et donc il y a une part, mais comme souvent dans les parachutages, d'arbitrage de ce qui est le plus pertinent pour se faire élire. Et ça va même plus loin parce que par exemple, il échoue à gagner Nevers. Et puis, on lui propose plusieurs autres mairies d'importance. Et en fait, il choisit Château-Chinon, notamment parce que il estime que le nom claque. Voilà. Et c'est un pari pas totalement absurde, puisque par exemple, en 63, il conclut un jumelage avec Cortone, une très belle ville de Toscane, avec un château, justement, qui se fait avoir par le nom. Donc voilà, c'est pas non plus la prise du siècle, ce jumelage, mais voilà, il y a aussi de l'opportunité politique à un instant T. Oui, puis d'ailleurs, Château-Chinon, en faisant mes recherches pour cet entretien, on voit donc qu'il n'habitait pas la Nièvre, il habitait à Paris, et puis à chaque fois qu'il y allait, il descendait dans un hôtel qui s'appelle Au Vieux-Morvan à Château-Chinon, hôtel qui existe toujours d'ailleurs, et quand on va sur leur site, ils mettent en exergue la chambre 15 que Mitterrand a occupée. Je sais pas si vous y êtes allé, vous, Judith Bonin. Non, je suis allée à Jarnac, mais pas à Château-Chinon. Pas encore. En tout cas, plus sérieusement, donc là, il se fait parachuter dans la Nièvre, et puis après, il va mener en parallèle sa carrière locale et sa carrière nationale à une époque où le cumul des mandats ne se pose pas. Mmh. Et on voit surtout qu'il y a une bascule progressive vers la gauche et le socialisme, alors qu'il vient plutôt d'une famille, vous l'avez dit, et d'un milieu de droite, conservateur. Comment on explique cette bascule ? Est-ce que c'est à nouveau par opportunisme ou est-ce que c'est une bascule idéologique ? Je pense qu'il y a, la blague des opposants à François Mitterrand, c'est que la bascule n'a jamais vraiment eu lieu et qu'il aurait été un sous-marin de droite toute sa vie. En réalité, moi je pense qu'il y a quand même globalement 2 Mitterrands, c'est-à-dire qu'il y a le Mitterrand d'avant la guerre, qui est, comme beaucoup de jeunes gens, très lié à son milieu primaire, politique, à la politisation de ses parents, etc. Il écrit dans des revues, il manifeste, mais son engagement politique au sens de carrière, les premières élections, le militantisme de parti qui occupe vraiment sa vie, c'est après-guerre. Et à ce moment-là, il commence au centre droit. Je pense que l'expérience de la guerre a notamment été forte, l'expérience de la résistante a été une vraie bascule pour lui. Il commence au centre droit, la toute première élection perdue là en 46, et puis progressivement, au gré des alliances et des oppositions, effectivement, il avance, il fait une diagonale inverse de celle que font beaucoup d'hommes politiques, qui en vieillissant deviennent plutôt de droite. Et lui, il avance vers la gauche. Je pense qu'il y a une forme de sincérité au sens où il y a un certain nombre de lignes fortes qui perdurent quand on regarde son parcours. Un intérêt immense pour la question internationale, coloniale, la France dans le monde, l'Europe, la crainte de l'Europe de 1913. L'intérêt pour la culture, le désintérêt pour l'économie. Alors, c'est sûr que pour un socialiste, pour qui le marxisme et la question économique est centrale, ça le rend à tout jamais un peu étonnant et singulier. Mais il a comme ça des lignes de force, un humanisme calqué sur catholicisme, notamment, et l'attachement à la République. Alors, autant il est pétainiste, autant après 43, l'attachement très fort à la 4e République, notamment, puis de fait aux institutions de la 5e. Et donc, cette bascule, elle se fait à la fois en suivant ces lignes-là et au fur et à mesure des opportunités. C'est-à-dire que il va vouloir capter, par exemple, la mairie de Château-Chinon, et puis ensuite, il va vouloir être élu dans la Nièvre sénateur, et il va l'être avec le soutien du PCF, alors qu'il avait fait campagne en 46 contre la dictature communiste. Et donc, progressivement, il y a comme ça des alliances, et un des moments peut-être de bascule vraiment, si on veut, une date, moi je dirais que notamment 1950-51, c'est assez important, parce que c'est le moment où il est à l'UDSR, donc qui est un parti très lâche, un parti charnière qui peut faire des alliances à gauche, à droite, un peu comme le Parti radical sous la Troisième République. Et à l'UDSR, il est pas dans l'aile gaulliste, mais dans l'aile plutôt à gauche. Et il va y avoir des moments marquants, par exemple, en 50-51, il est pris dans une affaire dite des Pères Blancs, où en gros il prend la défense d'un administrateur colonial socialiste contre une congrégation religieuse. Et il va être l'objet d'une campagne de presse, d'une campagne politique très violente par les démocrates chrétiens, le MRP, et par la droite gaulliste, comme un bradeur d'empire, etc. Et donc, sur comme ça un certain nombre de marqueurs, il va progressivement basculer à gauche
et faire de vraies alliances à gauche. Par exemple, avec le Parti africain, le Rassemblement démocratique africain, il le capte au PCF pour l'attirer à l'UDSR. Et donc, au fur et à mesure des alliances qui se font ou ne se font pas électorales, jusqu'à notamment celle du programme commun en 72, effectivement, il bascule plus franchement à gauche, il durcit son langage. Et quand on parle de sincérité, insincérité, il y a un vrai écart, par contre, que ne lui pardonne pas un certain nombre de gens, y compris à gauche. C'est un discours très, très marxisant dans les années 70, après 1968, et quand il prend le PS. Et effectivement, à partir de 81, une pratique du pouvoir bien plus social-démocrate. Vous avez parlé du monde colonial et on peut aussi aborder ce point-là. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui sont sortis récemment sur Mitterrand et le colonialisme, sur l'Afrique, sur l'Algérie française. Qu'est-ce qu'il en a pensé, lui, donc avant sa prise de pouvoir, donc disons dans les années 70, et une fois arrivé à la présidence de la République, est-ce qu'il change, est-ce qu'il est finalement, est-ce que ses positions évoluent? Alors sur la question coloniale, il est à une époque où tout le monde est colonial, à part vraiment une petite minorité du côté du communisme, et encore le PCF et le colonialisme, c'est aussi un grand sujet. Mais donc il est à une époque où notamment toutes les forces de gouvernement sont coloniales, totalement coloniales. Mais donc en 50, quand il est ministre d'Outre-mer, il est considéré comme un libéral, progressiste, réformiste, c'est-à-dire que il est du camp qui considère que pour que perdure la présence française en Afrique notamment, il faut réformer et il faut être moins répressif et réellement réformateur, donc tendre vers cet idéal d'assimilation qui était censé motiver le projet colonial dès le départ. Donc il est plutôt dans cette catégorie-là. Ensuite, il va avoir différentes responsabilités, et notamment ministre de l'Intérieur en 1954, au moment de la Toussaint Rouge, et c'est là qu'il déclare « l'Algérie, c'est la France ». Phrase qu'on lui a beaucoup reprochée par la suite en l'assimilant quasiment à un discours des ultras de l'Algérie française. À l'époque, Pierre Mendès France le dit, c'est plutôt là aussi une phrase plutôt consensuelle. De fait, l'Algérie, c'est 3 départements français. Son rôle dans la guerre d'Algérie, c'est aussi le garde des Sceaux, et là, les travaux notamment de Benjamin Stora montrent que là, il a eu un peu un double discours, c'est-à-dire que il a plutôt laissé penser qu'il était du côté des progressistes et de ceux qui ne poussaient pas à la répression, alors qu'en tant que garde des Sceaux, il a accordé peu de grâce et il a été plutôt dans une politique dure. Et puis, dans les années après les indépendances, il se fait plus discret sur la question, puisque les indépendances, c'est en partie, dans l'imaginaire, ça va être De Gaulle. Ça va être la réussite de la Ve République et la raison de la mort de la 4e, qui avait été quand même son grand régime. Il avait été de multiples fois ministre sous la 4e, etc. Il se fait plus discret, et quand il prend le PS dans les années 70, le PS est très en pointe sur l'anti-néocolonialisme, sur la critique de la politique africaine de la France, etc. Mais si on regarde attentivement, lui, beaucoup moins. C'est-à-dire que autant il est hyper présent sur l'Europe, les questions de guerre froide, etc., autant sur l'Afrique, je pense qu'il sait qu'il a beaucoup de coups à prendre, c'est-à-dire qu'on cache pas des anciens mandats de ministres, donc il est plus discret, mais beaucoup vont lui reprocher du coup d'avoir été dupe en fait de la politique promue par le PS. Alors les experts socialistes, par exemple africanistes, en 80, ils sortent un programme qui s'appelle le PS et l'Afrique subsaharienne en pleine campagne, en espérant forcer la main du candidat. Mais bien évidemment, quand il est élu en 81, la main n'est pas forcée du tout. Et il met en place très rapidement, il fait des concessions, on l'a beaucoup dit, Jean-Pierre Cotte, les Rocardiens à la coopération. Et puis en réalité, il retrouve des sociabilités et des pratiques assez conformes à ce qu'il avait noué comme ministre de la 4e République. Donc c'est pas un très grand progressiste sur ces questions-là. Donc 81, c'est l'année de son élection à la présidence de la République, c'est sa 3e tentative. Je vais citer quelques-unes des réformes emblématiques de sa présidence qui sont inspirées du programme socialiste qui avait été proposé en 1972 sous le titre « Changer la vie ». D'ailleurs, c'est le titre d'un de vos chapitres. Il y a des avancées sociales majeures, l'abaissement de la durée du travail à 39 heures, une 5e semaine de congés payés, il y a des réformes du droit du travail, donc le droit et la protection des salariés, des avancées sociétales, l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité, et puis des réformes économiques avec beaucoup de nationalisation. Toutes ces réformes, Judith Bonin, elles ont lieu en 81-83, vraiment dans les 2 premières années de sa présidence. Pourquoi est-ce que cet élan réformateur s'arrête ? Et finalement, quel bilan on peut tirer des 10 autres années au pouvoir ?
Alors, c'était lent, réformateur, il s'arrête déjà parce qu'il y a un vrai... beaucoup a été fait. Et puis, parce qu'il va y avoir effectivement un certain nombre de contraintes économiques qui vont s'appliquer en France et aussi de contraintes européennes. La question du tournant de la rigueur, elle a été travaillée beaucoup par les historiens ces dernières années, par Mathieu Fulat, par Frédéric Bozo, qui vient de sortir un ouvrage sur la question, et qui pose la question effectivement de la capacité à mener un projet socialiste très ambitieux, dans un contexte non seulement capitaliste, mais dans un contexte de crise économique et d'encadrement européen, notamment de la question monétaire. Ça se freine pour ces différentes raisons-là, et je vous renvoie à leurs travaux qui seront plus précis. Et ça a été un traumatisme en partie pour la gauche. Frédéric Bozo, il parle de névrose nationale sur ce tournant annoncé. Ce que les historiens montrent, c'est que le tournant, il est plus discret, c'est-à-dire qu'il y a des mesures de dévaluation plus tôt. Voilà, il y a tout il y a une progression en réalité de ces mesures et des freins économiques mis. Mais de fait, il y a une vraie rupture dans la communication et du coup dans le vécu des électeurs et de l'opinion. Il y a un vrai avant-après, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il défend alors comme programme pour son second mandat, pour sa réélection? C'est une problématique assez d'actualité aujourd'hui, parce que lui aussi, il est entré en campagne vraiment les dernières semaines avant le premier tour en 88. Quel projet porte-t-il et quel bilan peut-on tirer de son deuxième septennat? Alors la situation est particulière parce qu'il fait campagne alors qu'il y a eu une première cohabitation qui est un fait inédit sous la Ve République. C'est un second mandat qui est plus difficile, effectivement, et ils le sont, je crois, à peu près toujours. Mais il fait la campagne justement sur le retour à un certain nombre de mesures et le retour à ce qui avait pu être fait, par exemple sur l'ISF, qui avait été aboli sous cohabitation, rétabli ensuite. On se pose souvent la question de l'utilité du second mandat. Il y a eu quand même des mesures, le RMI par exemple en 88, et puis on retient en général aussi souvent de ce second mandat plutôt l'engagement international de la France, la question de l'engagement dans la guerre du Golfe, les difficultés de la France à faire entendre sa voix dans les Balkans, en ex-Yougoslavie, même si le président s'engage, il va à Sarajevo. Voilà, c'est désormais on pose beaucoup la question du Rwanda avec le rapport de Vincent Duclerc et puis tous les travaux suscités en amont et en aval de ce rapport et de l'ouverture des archives. Donc voilà, ce second mandat, il est aussi très marqué par les questions internationales. Et puis j'allais oublier bien sûr Maastricht, la question européenne, l'adoption de Maastricht, où là, succès en demi-teinte, c'est-à-dire que succès à ses yeux puisqu'il s'engage personnellement dans la campagne et le traité est adopté, mais avec une faible majorité, ce qui pose d'emblée la question de la légitimité démocratique et du soutien populaire en fait à l'Union européenne en train de naître. Vous qualifiez François Mitterrand président de monarque républicain. Comment est-ce que vous qualifieriez sa pratique du pouvoir? Il y a un adjectif qui revient souvent, c'est florentin, pour qualifier son exercice du pouvoir, qui était, je crois, popularisé par François Mauriac, qui est une de ses connaissances presque d'enfance. Charentaise, oui. Voilà, charentaise. Comment est-ce qu'il pratique le pouvoir et à quel point son appétit du pouvoir est aussi un moteur dans sa carrière? Alors, je pense que son appétit du pouvoir est un grand moteur dans sa carrière. Vraiment, je mentionnais tout à l'heure des lignes de force qui sont pas des mesures. Je pense que la principale ligne de force, c'est la volonté d'exercer le pouvoir. Ça, c'est assez clair. Comment est-ce qu'il exerce ce pouvoir de manière très verticale? Les témoins, tous témoignent à la fois du fait qu'il était extrêmement charismatique, y compris ses adversaires, intelligent, pertinent, et pas du tout le genre d'homme à qui on tapait dans le dos en disant camarade, comme on pouvait le faire avec d'autres leaders socialistes. Certains continuaient à l'appeler président, des titres qu'il avait pu avoir à la FGDS, à la CIR. Donc il a toujours eu un peu ce surplomb, et il exerce vraiment le pouvoir, on mentionnait tout à l'heure, avec un leadership qu'il exerce sur plusieurs cercles, ses conseillers y compris. C'est-à-dire qu'il va bâtir autour de lui un certain nombre de relais, de sources d'informations, les visiteurs du soir, etc., de repas où il prend ses informations. Donc il y a à la fois les fonctionnements habituels et prévus de la Constitution, et puis cette habitude de prendre l'information, la bonne source, là où il la juge pertinente. Vous revenez bien évidemment sur ses passions, au premier rang desquelles la littérature. Donc on sait que c'est un grand lecteur des classiques du 19e siècle, mais aussi des auteurs charentais. Il a été plusieurs fois invité dans des émissions de Bernard Pivot, il a aussi fréquenté les jurés Goncourt, et puis donc ça rejoint aussi ses autres passions, amoureuses notamment, et les deux sont mêlés avec la
la publication posthume en 2016, vous l'avez dit, de Lettres à Anne et de Journal pour Anne chez Gallimard, des textes qui sont très beaux d'un point de vue littéraire. Et or, Mitterrand, depuis les années 50, et donc depuis son premier livre immédiatement à la sortie de la guerre sur les prisonniers de guerre, il n'a écrit que des essais politiques. Est-ce que c'est un peu dommage? Et je me suis demandé si dans les nouvelles archives, il y avait d'autres choses. Est-ce qu'il a écrit d'autres choses? Alors en fait, il a écrit beaucoup de choses. Il avait une correspondance suivie et pas seulement avec Anne Pinjot, qui sont en train d'être collectées. Il a écrit, alors pas seulement des essais politiques en réalité, si vous regardez La paille et le grain, L'abeille et l'architecte, c'est ses chroniques qui ont été rassemblées et c'est elles qui lui valent d'être invitées par Bernard Pivot. C'est-à-dire que on est vraiment sur un peu de l'édito, enfin de la chronique hebdomadaire, avec des portraits parfois très amusants de tel ou tel personnage, de Kissinger par exemple, où il croque des personnages, donc il y a ça. Il a écrit des récits de voyage, en tout cas 2 que j'ai eu le plaisir d'éditer. Il a écrit un récit de voyage en 61 sur son voyage en Chine. À la base, c'était des commandes. Enfin, il a produit des articles et puis il les a mis en livre. Et il a écrit un récit de voyage pour le coup qui n'était pas destiné à être publié sur son premier voyage en Afrique subsaharienne en 1950, qui était dans les archives déposées par Anne Pinjot et qu'on a publié dans les actes du colloque Itinéraires africains. Et dedans, on y voit aussi de la poésie, c'est-à-dire qu'il écrit sur les fleuves africains et c'est un récit plus intime dont le style, je trouve, est parfois un peu disons qu'on retrouve ses inspirations. On retrouve des choses très littéraires que je trouve parfois un peu empoulées, mais sur des descriptions de la faune et de la flore qui sont ses vraies passions, sur les couleurs de ce qu'il découvre, etc. Un peu le cliché colonial de l'Éden africain. Donc on trouve ça beaucoup sous sa plume. Et puis, je m'en suis dit tout à l'heure, il a tenté d'écrire des récits historiques avec moins de succès. C'est drôle, il mentionne dans les correspondances à Anne, chaque été, il s'y remet un peu comme un thésard qui arrive pas à finir en disant il faut vraiment que je m'y remette. Et sa fille, Mazarine Pinjot-Mitterrand, là, a fait un documentaire. Alors, le titre précis, je crois que c'est Une autre vie possible, qui est là, qui sort cette année ou qui vient de sortir, sur justement cette autre vie qui aurait pu être la sienne, celle d'écrivain. Et il revient dessus avec Bernard Pivot sur le fait que s'il avait dû avoir une autre carrière, ce serait celle-là. C'est pas avocat, il a été inscrit au barreau, mais c'est vraiment celle d'auteur. Et il a enfin oui, c'était un polygraphe, vraiment. Il passe le pouvoir à Jacques Chirac le 17 mai 1995 et donc il décède, on l'a dit, le 8 janvier 1996 à son domicile parisien, très affaibli par le cancer de la prostate. Je me suis demandé ce qu'il a fait durant ces derniers mois. Et comment la presse avait traité ça? Est-ce qu'à l'époque, il y avait une pudeur pour ne pas parler d'un sujet quand même délicat? La presse était quand même, oui, bien moins offensive qu'elle ne peut l'être désormais sur ces sujets-là. La preuve en est que quand Paris Match sort la photo de Mitterrand sur son lit de mort le 16 janvier, ça fait scandale en fait. La photo, voilà, ça passe pour un acte irrespectueux. D'une presse voilà qui n'est pas digne, voyeuriste, etc. On sait ce qu'il a fait par des témoignages, notamment dans les entretiens sur le dernier Mitterrand. Il évoque son dernier Noël à Latch, en Égypte. On sait qu'il a déménagé rue Frédéric Leplay chez Anne Pinjot et qui d'ailleurs il y a eu un peu une rupture d'entourage à ce moment-là. Donc voilà, on a effectivement des éléments, mais à l'époque, il me semble que ça n'a pas été suivi par voilà les chaînes en continu ou leur équivalent. 30 ans après, quel est son héritage politique et comment est-ce qu'on peut le mesurer? Durant sa carrière, il a fait monter toute une jeune génération, les Jospin, Fabius, Cresson, Hubert Védrine, etc. Aujourd'hui, donc 30 ans après, est-ce que les classiques du PS et plus largement de la gauche, type Mélenchon, est-ce qu'ils s'en réclament? Est-ce qu'ils essaient au contraire plutôt de le mettre à l'écart? Quelle est leur relation avec le premier président quand même socialiste de la Ve République? Alors j'ai récemment relu un discours d'hommage que François Hollande avait fait, président, à François Mitterrand en 2016, donc à l'occasion il y a 10 ans, qui revenait beaucoup sur ses grandes réussites sociales, internationales, etc. Je suis pas sûre qu'il ferait le même aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Bon, la gauche, si on résume socialiste, a 2 figures à peu près intouchables, Jaurès, l'internationaliste pacifiste, et Léon Blum, le Front populaire et justement l'opposition à Vichy, à l'antisémitisme, etc. François Mitterrand, il est beaucoup plus compliqué à manier. Sa grande réussite, c'est sa stratégie d'union qui a mené au pouvoir, dont se réclame partiellement Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours plutôt un discours affectueux à son égard. On le lit dans les correspondances de l'époque et puis encore aujourd'hui dans les déclarations, où il reprend le terme tonton, etc. Mais, pour le dire simplement, l'union de la gauche, elle s'est faite en faveur du PS contre ses adversaires. Donc c'est quand même beaucoup moins réactualisable comme slogan que le Front populaire.
Voilà. Et puis, il y a justement cette idée, on est revenu rapidement dessus, d'une trahison au moment du tournant de la rigueur. Donc, Mitterrand, ce serait Mitterrand de 80-82, et puis ensuite moins, et c'est là où rejoue sempiternellement la question de la Seconde Guerre mondiale et de son rôle, et le fait que ça continue à susciter l'intérêt des journalistes, etc. Il y a l'idée que peut-être il aurait été il aurait pas été sincère, voilà, que c'est un homme de droite, et que passé les accents marxistes des années 70, en réalité, dès 81, et puis plus fortement à partir de 83, il aurait trahi la gauche. Donc il a cette image de traître, y compris dans son camp, qui le rend difficilement maniable, même si sur la cause européenne, sur tout un tas de sujets, les socialistes ponctuellement, bien sûr, s'y réfèrent. Et désormais, à ce sujet s'ajoute la question coloniale et africaine, depuis le Rwanda, et depuis que la demande des citoyens et que le regard sur le post-colonial change. Voilà, on redécouvre le Mitterrand de la guerre d'Algérie, etc. Et là aussi, c'est compliqué pour la gauche d'aujourd'hui de se revendiquer de cette figure-là dans les relations à l'Afrique, ce qu'on appelait alors le tiers-monde. Donc voilà, une figure à la fois dont par exemple, la panthéonisation, c'est pas étonnant, c'est celle de Badinter. Alors bien sûr, c'est Mitterrand aussi, mais c'est devant Mitterrand, c'est Badinter. Il y a un autre aspect de l'héritage qu'on peut évoquer, c'est celui des monuments qu'il a laissés, les grands travaux qu'il a initiés, qui ont pu faire scandale à leur époque, comme la cour carrée du Louvre avec la pyramide, mais qui aujourd'hui sont une des images de Paris. L'Arche de la Défense, l'Opéra Bastille, la Bibliothèque nationale de France qui porte aujourd'hui son nom, tout comme d'ailleurs le quai François Mitterrand qui est au pied du Louvre. Il était conscient d'ailleurs de l'héritage qu'il a voulu laisser, et on l'a dit un petit peu plus tôt dans l'entretien que par certains de ses gestes, il a pu inspirer ou voulu inspirer ses successeurs. Alors comment est-ce qu'ils tiennent la comparaison? Alors c'est un peu compliqué puisque son successeur direct, c'est Jacques Chirac, qui dans un sondage IFOP en 2021 était le président préféré des Français sous la Ve République, qui si je devais aller très vite, je pense à un bilan moins important que celui de François Mitterrand, y compris en retenant que 80-82, mais qui bénéficie de toute une vague de nostalgie, le swag de Chirac, etc., avec tous les produits dérivés qui ont été avec. Et donc c'est assez... je suis pas sûre que la compétition se soit jouée à ce moment-là, entre les deux, et les compétitions mémorielles par définition sont assez immaîtrisables. Il a inspiré François Hollande, je l'ai dit, et puis voilà, il y a les deux présidents socialistes de la Ve, ça c'était assez évident, mais je suis pas sûre au-delà des symboles initiaux que c'était plus fort que ça. Dans la communication, on a parlé d'un président jupitérien, c'est un concept qui émerge chez ses communicants politiques à lui, et qui est repris notamment. Mais donc voilà, par exemple, même dans la posture du monarque républicain, il y a eu avant lui un président qui s'est voulu normal, qui a plutôt pas réussi, Valéry Giscard d'Estaing. La scène de son départ, par exemple, est devenue un mème, et voilà. Et puis un autre président normal, François Hollande, donc qui clairement se revendiquait pas de la communication mitterrandienne. Donc voilà, c'est compliqué de savoir à quel point est-ce qu'ils se regardent les uns les autres et se pensent les uns par rapport aux autres. Il a déclaré, François Mitterrand, « Je suis le dernier des grands présidents, après moi il n'y aura plus que des financiers et des comptables ». C'est une citation vraie, ça, ou apocryphe? Je crois que c'est propos rapportés. Je sais pas exactement qui les a rapportés le premier. Je crois que dans l'ouvrage on tranche pas non plus. Donc voilà, je voudrais pas dire de bêtises. Ça correspondrait assez à son esprit, à la manière dont il voyait le match lettres-finance. Là aussi, si on regarde précisément, c'est pas tout à fait correct. C'est-à-dire que Pompidou était un financier et un grand homme de lettres. Giscard s'est revendiqué, et peut-être que la pique était pour lui, accompagné du plus grand économiste de France, lisant la presse économique internationale tous les matins, etc. Donc, je suis pas sûre qu'elle soit juste. Il y avait déjà des comptables et des financiers avant lui, mais c'est effectivement, en tout cas, une des dernières grandes figures de président homme de lettres, qui écrit, comme De Gaulle l'avait fait avant lui, qui avait un rapport qui faisait primer, par exemple, la littérature, l'histoire, sur des considérations plus géopolitiques et économiques. Je pense que dans les savoirs mobilisés par la présidence, oui, il marque une rupture. Et pour terminer, donc, on va, au moment où l'entretien sort, commémorer les 30 ans de sa disparition. Quelles sont les commémorations, les manifestations prévues, et sous l'égide de qui? Est-ce que c'est sous l'égide de l'Institut François Mitterrand, ou est-ce que c'est plus global que ça?
Alors, je pense qu'il doit y avoir des commémorations à Jarnac que je n'ai plus en tête. Il y en a à Paris, assurément le 8 janvier, avec le soutien de la mairie de Paris. Et je ne suis pas sûre que le Parti socialiste, par exemple, ait prévu des manifestations d'ampleur, certainement en interne. Donc voilà, non, les manifestations se maintiennent. L'Institut François Mitterrand a ce rôle-là, comme toutes les fondations présidentielles. Et donc il y aura un événement, c'est au Théâtre de la Concorde, me semble-t-il. Merci beaucoup, Judith Benin, d'être venue présenter ce livre, une biographie de Mitterrand, coécrite avec Pierre-Emmanuel Guigaud, à qui on souhaite un bon rétablissement. Oui, bien sûr. C'est aux éditions des Presses universitaires de France. Et quant à vous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.